À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. La vie de nos villes et villages avec cette émission 1 heure, une commune. Soyez les bienvenus, il est 17h01, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92.1. Oui, j'ai fait le en direct spécialement pour mon voisin en face. 92.1, radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale. Et nous sommes aujourd'hui avec la Motte Servolex. La Motte Servolex, c'est cette commune du bassin chambérien qui a décidé dès le départ de soutenir notre média local de proximité. Et nous en sommes très heureux. Donc, commune urbaine, commune rurale, une des plus grandes communes agricoles du département quand même. On va parler de tout ça. On va faire un petit bilan des actions qui ont été menées par le conseil municipal, par la municipalité au cours 2022. On verra les projets de 2023. On va voir plein de choses. Et pour parler de tout ça, nous avons le grand plaisir d'avoir ce soir le maire de la Motte Servolex, Luc Berthoud. Bonsoir Luc Berthoud. Bonsoir, le plaisir est pour moi d'être avec vous et je en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023 à Radio Grand Lac, à tous les animateurs et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci pour toute l'équipe, ça leur fera très plaisir. Nos 40 bénévoles, nos 40 animateurs, plus de 30 émissions en direct, voilà. Et encore une année 2023 qui s'annonce bien. Luc Berthoud, vous êtes maire de la Motte Servolex, vous êtes conseiller départemental de la Savoie, vous êtes vice-président du département aux côtés d'Hervé Guémard, vous êtes président de l'OPAC de la Savoie, président de la Fédération des maires, bientôt de la nouvelle association départementale des maires. On en dira un petit mot, c'est peut-être un petit peu technique, mais on en dira un petit mot. Mais on va commencer déjà par la Motte Servolex. Que s'est-il passé en 2022 à la Motte Servolex? Vous avez 5 minutes. Non. Que s'est-il passé, quelles ont été les grandes réalisations, quelles ont été les grandes dates de la Motte Servolex en 2022? Alors ça a été déjà de retrouver une vie beaucoup plus normale, de mettre une parenthèse, provisoire ou pas, ça c'est l'histoire qui le dira, mais par rapport à la pandémie, et de retrouver du lien social, de pouvoir à nouveau avoir de grandes animations, culturelles notamment, et puis aussi de poursuivre nos travaux. On était en anticipation sur tout ce qui touche à la réhabilitation thermique énergétique des bâtiments. On avait engagé ce mouvement-là déjà depuis 2 ou 3 ans, avant même que les plans de sobriété fleurissent et soient à la mode. Et donc, parmi les grands travaux, on peut parler de la rénovation totale de l'école Louis Pergaud, qui représente 1,8 million d'euros, pour lequel on va chercher une performance et de réduire de 45% les consommations d'énergie qu'on avait sur ce bâtiment. Mais on sait que c'est un sujet qui va se poursuivre, puisque la Motte Servolex, comme beaucoup de communes, ont de nombreux bâtiments et qui sont énergivores et pour lesquels il va falloir engager des plans. Moi, j'ai prévu sur les 5-6 prochaines années de m'attaquer aussi à une autre école, l'école Lamartine, à la Didier Parpillon, au Boulodrome, à l'hôtel de ville, j'en passe et des meilleurs. C'est ce qui va... pour 20 ans, là oui, je pense 10 ou 15 ans au moins de travaux pour ceux qui sont en charge et puis ceux qui le seront après. Luc Berthoud vient d'annoncer en direct qu'il était candidat aux prochaines élections municipales. Non, tout ça est bien loin. tout cela est bien loin. Donc, des travaux nombreux, des animations nombreuses, comme vous le disiez, c'est un retour un peu à une certaine vie normale. On a d'ailleurs eu l'occasion d'avoir ici des responsables associatifs qui nous ont présenté leurs animations. Hausse de l'énergie. Hausse du coût de l'énergie. Qu'est-ce que ça représente pour la Motte Servolex, pour le budget communal? Alors, on a fort heureusement des contrats pour lesquels il y avait des engagements sur plusieurs années avec des bons partenaires, le SIAN ou le SDES. Mais bon, pour autant, la multiplication par 2 ou par 3 de certains postes est bien présente devant nous. On avait là aussi eu l'intuition, l'anticipation dès 2010 de commencer à rénover notre parc d'éclairage public et aussi dans nos bâtiments en remplaçant l'éclairage traditionnel par des LED. Alors à l'époque, on était innovant, on avait trouvé un bon partenariat avec une société qui se lançait là-dedans. Et du coup, en moins d'une décennie, on a diminué par plus de 3
notre consommation d'électricité. C'est ce qui nous a permis d'être moins dans la difficulté que d'autres qui n'avaient pas prévu. Encore et toujours, il vaut mieux être fourmi que cigale. Donc, vous arrivez en 2023 optimiste, malgré les difficultés que connaissent les collectivités locales. Je voudrais pas être béatement optimiste. Je pense qu'il faut quand même qu'on parle d'espoir, de confiance, puisqu'on voit qu'on a des concitoyens, et moi je sais qu'à la Motte-Servolex, je suis plutôt privilégié en ayant une population très responsable, mais on voit bien que l'individualisme est quand même très prégnant et l'instantanéité, les voies de dématérialisation et autres smartphones font qu'on veut la réponse à tout de suite. Donc voilà, il y a des sujets devant nous, des sujets d'inquiétude, de crainte, mais l'inquiétude ou la crainte ne permettent pas d'avancer. Donc il faut qu'on puisse travailler à l'intérêt collectif et qu'on se parle et on s'écoute. Et qu'on fasse ensemble du chemin. Je crois que c'est plus que jamais. La période Covid a été un formidable révélateur et accélérateur de beaucoup de crises. Et moi, je suis tout particulièrement concerné dans mes différents mandats par les jeunes, les générations les plus jeunes qu'on trouve très désemparées et en souffrance sur le plan psychologique. Et je crois que plus que jamais, il faut que les aînés prennent sur eux pour aller au-devant des plus jeunes et d'essayer de redonner du sens et du sens de l'intérêt collectif. Tout à fait, je pense que vous avez bien raison. Si on reste en 2022 avant de passer en 2023 qu'on fait un petit peu un bilan des grandes thématiques, par exemple au niveau du social. Qu'est-ce qui s'est passé justement, vous en parlez un petit peu maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la Motte dans le domaine social en 2022 ? Alors on a les grandes lignes. Sur les grandes lignes, effectivement, on a revu beaucoup de nos procédures, puisque la période Covid, on en a tiré les retours d'expérience de cette période particulière où il n'y avait plus les contacts entre les familles et les résidents. Donc on cherche à continuer à développer ces liens malgré les protocoles sanitaires. Et on a aussi, bien entendu, travaillé notre projet d'établissement de l'EHPAD pour être toujours plus à l'écoute de nos résidents, en lien avec les familles. Un EHPAD qui est géré par la commune. Un EHPAD qui est géré par la commune. Sur la Motte-Servolex, nous avons 2 EHPAD. L'Éclaircie qui est installé dans des locaux communaux mais qui est géré par la Croix-Rouge. Et puis les terrasses de Rénac qui sont dans des locaux de l'OPAC mais gérés par le CCS. Voilà. D'accord. Donc c'est facile en fait. Oui, c'est l'histoire qui explique le parfois CCS, les choses. Centre communal d'action sociale, qui aux côtés de la ville s'occupe de la petite enfance, de la restauration municipale, de l'EHPAD. Voilà, il y a beaucoup de domaines d'activité du social à tous les âges de la vie. Et puis si j'élargis sur un plan qui reprend à la fois ce que je disais tout à l'heure sur le lien entre les générations, sur le social. Le lien social, on a mis en place, et c'est une grande fierté puisque les communes qui le font sont pas si nombreuses que ça, le premier budget citoyen à la Motte-Servolex. Alors, c'est quoi ce budget citoyen ? Alors, fort de l'expérience du budget citoyen du département, on a regardé comment à notre échelle on pouvait faire cela. Et on a proposé sur 5 domaines de pouvoir permettre à des mottrins de proposer une idée soumise au vote des mottraines et des mottrins pour que ces idées deviennent des projets et soient réalisées d'ici à la mi-2024. On avait sur les différents domaines 11 projets qui ont pu être soumis au vote, 310 votants. Et il y a des projets très différents qui ont été retenus, que j'ai pu exposer et dévoiler le palmarès des lauréats lors de mes vœux à la population. Avec, si j'en prends des projets très différents, un groupe de jeunes adultes qui souhaitent qu'on puisse créer des terrains de pétanque publics à accès libre. Certains qui ont voulu, et ça a été retenu aussi, qu'on lutte contre le moustique tigre. Voilà, donc on va installer sur un parc vraiment très ombragé et utilisé, fréquenté par un public très nombreux. Et ce sont des demandes qui sont concrètes. Très concrètes. Qui touchent à la vie quotidienne. À la vie quotidienne. C'était bien le but, c'était que
bien sûr, on décide chaque année de 5 ou 6 millions d'euros d'investissement, mais à un moment, on peut se dire qu'on a la légitimité de l'élection et qu'on a avec nous des techniciens qui nous orientent, qui nous aident à impulser notre politique. Mais des fois, on peut se dire, est-ce qu'on est bien dans le vrai? Et qu'est-ce que les citoyens, s'ils étaient à notre place, s'ils avaient 20 000 euros, puisque sur ces 5 projets, ils peuvent aller jusqu'à une aide de 20 000 euros de la collectivité, eh ben, qu'est-ce que les citoyens choisiraient? Et là, une des satisfactions, c'est de voir que pour une première, les choses se sont bien passées et que sur la création d'un terrain, d'un espace de jeu pour les enfants porteurs de handicap, eh ben, les citoyens ont plébiscité cette idée, alors qu'elle était aussi dans notre programme municipal de 2020. Oui, donc, c'est de voir que sur les projets, on est en phase, en adéquation avec notre population. Et puis, bien sûr, maintenant, il faut mettre ça en œuvre. Et je disais notre fierté de l'avoir fait, puisque il y a en France encore 34 950 communes, et seules 400 communes l'ont réalisé, ce type de budget citoyen, et plutôt des communes bien plus grosses en termes de population que la Motte-Servolex. Donc voilà, on a une nouvelle fois montré une petite particularité, et on a essayé d'être innovant dans le domaine du lien social et de la prise en compte par nos habitants de leur devenir. Combien d'habitants à la Motte-Servolex à l'heure actuelle? Voilà, le dernier recensement nous porte juste au-dessus de 13 000 habitants, 13 035 habitants. Donc vous êtes la 4e ou 5e? 4e commune. Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville. Et puis derrière nous, la Ravoire. D'accord, donc vous êtes bien passé devant Saint-Jean-de-Maurienne qui est sous-préfecture. On a parlé du social, si on parle du scolaire et de la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Alors peut-être juste avant, pour mon collègue de Saint-Jean-de-Maurienne, oui, la population va sûrement remonter liée à l'activité du Lyon-Turin. Alors sur la jeunesse notamment, on a cherché de pouvoir, sur le plan notamment de l'ouverture, de poursuivre et de célébrer les 20 ans du chantier Concordia. On permet à des jeunes étrangers, 10 à 12, de nationalités différentes, de venir passer 15 jours à 3 semaines sur notre commune, en lien avec l'association Concordia, et de réaliser des opérations d'entretien, de réhabilitation du petit patrimoine. Ici, des passerelles en bois dans la forêt à côté du hameau du Tremblay, rénovation de mosaïques en plein centre dans le parc Henri Dunant, les peintures des tribunes, des escaliers des tribunes de foot. Voilà, des multiples, et ça leur permet de travailler le matin, de découvrir notre région l'après-midi et d'avoir des liens avec des jeunes de la Motte. Et puis, il y a eu quelque chose de particulier cette année, puisque vous l'avez dit, dans le classement, il y a des communes qui sont chefs-lieux du département, ou comme Aix-les-Bains, qui ont une bonne et grande dimension. Et on a accueilli pour la première fois à la Motte-Servolex la remise du prix du concours national de la résistance et de la déportation. Et on était très heureux de pouvoir accueillir ces jeunes et de les voir mettre à l'honneur pour les travaux qu'ils ont pu réaliser. Ça a été un moment toujours fort. Une belle cérémonie. Il n'y a plus le colonel Desroches qui suivait ça vraiment avec passion, avec énergie. Mais c'est toujours une belle cérémonie. Puis quand on est jeune, je parle un peu en connaissance de cause, puisqu'en 94, j'étais 2e du département. Quand il y a le préfet, quand il y a tous les drapeaux, voilà, c'est quand même toujours émouvant et ça impressionne. Voilà. Merci d'avoir cité le colonel Desroches. Et puis on pense à ceux qui, derrière lui, ont pris d'une façon différente, mais ont repris le flambeau. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc de fortes actions pour la jeunesse, pour les écoles. On en a parlé tout à l'heure, un peu pour toujours une bonne qualité de vie pour tous les enfants. Il y a combien d'écoles, la Motte? Alors on a 9 écoles, avec certains qui sont des groupes. On a l'école du Tremblay, qui est une école toute particulière, qui a 3 classes et seulement une vingtaine d'élèves. Il ne faut pas qu'elle ait moins de 15 élèves parce qu'elle fermerait. Elle ne peut pas en accueillir plus de 24. Voilà. Et puis à l'inverse, on a des groupes comme le groupe scolaire Lamartine, Pergaud, Picolet. Et puis l'école de la Villette aussi, qui est intermédiaire avec ses 70 élèves.
on a encore et toujours, et vous le disiez dans la présentation, cette particularité d'être une ville à la campagne ou la campagne à la limite de l'urbain. Oui. Il y a cette heureuse cohabitation à la mode Servolex entre l'urbain et le rural. Parce que vous avez tout le coteau de la chaîne de l'Épine, notamment avec toute la forêt, Bien et sûr. puis tous les prés, et voilà, au Tremblay, etc., quoi. Donc, commune agricole. Commune agricole, forestière. Forestière. On est en superficie plus grande que Chambéry, 3000 hectares, et en gros, c'est 1000 hectares d'agricole, 1000 hectares urbain, économie, avec notamment demain à nouveau l'extension de Savoie Technolac, et puis 1000 hectares de forêt. Et voilà, si tout à l'heure ou maintenant j'ai 1 minute pour parler de la forêt, je serais très volontiers On peut en parler maintenant de la forêt. Alors, Alors, oui, tout simplement, cette période un peu particulière, voilà, il y a des activités sur lesquelles on a pu être un peu appelé et un peu moins sur les chantiers extérieurs, type des visites en forêt qu'on faisait avant 1 à 2 fois par an. Et j'ai repris cette visite à l'automne 2022 et j'ai été dépité, désagréablement surpris par l'effondrement de la forêt en quelques années. Avec le dérèglement climatique, oui. les parasites comme le scolite peuvent se reproduire 2 ou 3 fois plus et assèchent complètement les arbres, à tel point qu'il faut avertir tous les promeneurs et autres, les randonneurs, que des branches ou des arbres peuvent tomber sans crier égard. Et la sécheresse, c'est peut-être passé par là aussi ? La sécheresse, le réchauffement. Et j'ai lancé, lors de la cérémonie de mes vœux, l'idée, l'engagement de replanter 1000 arbres par an sur un plan décennal, de façon à ce que toutes les années, en lien avec des écoles, des associations, on puisse prévoir et anticiper le fait de ce dépérissement de la forêt, de lutter contre. Et j'ai appelé à certaines fondations, sans vouloir en citer, si vous voulez être partenaire avec nous, puisque ça va être quand même un engagement, bien sûr, volontariste et financièrement assez élevé, si certains partenaires voulaient s'associer à nos côtés pour qu'on puisse continuer demain et après-demain à avoir toujours une forêt. Merci Luc Berthaud. On va encore dire un petit mot sur cette année 2022 avant de passer à 2023. Puis on fera également une dernière partie un peu plus qui vous sera consacrée un peu plus personnellement. S'il y a bien un secteur qui a souffert en 2 ans, c'est le monde associatif. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la mairie de la Motte Servolex a fait en 2022 pour soutenir les nombreuses associations ? On en a reçu ici plusieurs chaque mois. Et donc, qu'est-ce qui a été fait au niveau des aides pour les associations ? Il y a déjà beaucoup de faits. Il y a des prêts de salles, etc., des subventions. Oui, chaque année, c'est 550 000 euros de subventions en direct auprès de nos 140 associations. C'est une richesse exceptionnelle et merci au gré des différentes émissions d'accueillir certains de leurs responsables pour qu'ils parlent de leurs activités. On est là pour ça et on compte bien continuer. Oui, mais c'est super parce qu'ils font un travail au quotidien, très souvent dans l'ombre, sans rien demander en retour. Donc quand à une cérémonie des vœux, on peut en médailler certains d'entre eux pour mettre en exergue, au-delà de leur personne, parce qu'ils sont toujours gênés, leur activité et ce qu'ils font dans différents domaines. Les domaines sont innombrables. Et donc, on maintient, bien sûr, on a maintenu ce niveau de subvention. On a regardé celles qui auraient pu être en difficulté pour avoir un accompagnement spécifique à côté de cet accompagnement collectif. Puis, comme vous l'avez dit, on prête des salles, il y a des fluides, l'eau, l'électricité, du gardiennage, de la mise à disposition du matériel et du personnel. Ça représente chaque année 1,4 million d'euros d'investissement pour que les activités pour que les associations déploient, leur activité. Donc ça, on a voulu poursuivre cet effort-là et on est au plus près d'eux. Et puis après, on répond aussi, bien sûr, en étalant tout ça dans le temps, parce que les associations sont souvent demandeuses d'équipement. Et là, on s'attelle cette année à construire des tribunes pour le club de rugby, qui, son niveau nécessite une tribune de 310 places, qu'on va faire
en bois, avec récupération d'eau et avec du solaire en toiture, de façon à être les plus vertueux, à construire, mais à être les plus vertueux possible. On parlera du développement durable dans les projets de 2023, bien sûr. C'était un rapide tour d'horizon, bilan de 2022 sur la mode Servolex. On va marquer une pause musicale. Et si je vous dis Johnny Hallyday? Volontiers, très volontiers. J'oublierai ton nom, c'est ce que Sandra, ma complice amie, a prévu. Donc, mais c'était Luc qui avait demandé avant, d'accord. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, j'oublierai ton nom, c'est une demande collégiale mixte. Voilà. On y va tout de suite, on se retrouve tout de suite après 1h01 commune. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h01 commune. Après Johnny Hallyday, de retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. J'oublierai ton nom, mais oui, vous n'oublierez jamais Radio Grand Lac. Bien sûr, ce grand bain de la vie locale où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a des messages, de nombreux messages de sympathie, d'encouragement, de félicitations, même depuis le début de cette année 2023. Et je peux vous dire qu'à tous les bénévoles qui agissent au quotidien pour vous, avec vous, ça fait vraiment chaud au cœur et continuer vraiment cette radio aux belles valeurs humaines. On va continuer pour vous et avec vous. Et on est notamment au service des collectivités locales aussi qui composent notre territoire et bien sûr la commune de la Motte Servolex qui est avec nous ce soir en la personne de son maire, Luc Berthoud, vice-président du département. On en parlera dans quelques instants. Merci Jean-Pierre de ne pas avoir oublié mon nom. Ah, tout à fait. Non, mais voilà, je n'oublierai pas votre nom, cher Luc. Donc, la Motte Servolex, on a vu ce qui s'était passé en 2022. Maintenant, on va voir un petit peu les grandes lignes de 2023. Bien sûr, on n'a pas le temps de tout voir. 2023 et notamment un grand point qui sera donné, une grande importance qui sera donnée au développement durable sur cette commune de la Motte Servolex qui va être un peu modèle dans ce domaine-là. Alors, j'ai envie de dire qu'on poursuit à creuser notre sillon, à la fois pour faire référence à notre terroir agricole, à la Motte Servolex, mais aussi pour poursuivre dans cette volonté de dire que on fait pas après pas, on continue à gravir une montagne qui est devant nous, sans savoir forcément tout ce qui nous attend, et on est très réceptif à être innovant, à montrer un chemin. Et dans ce cadre-là, on a dit que c'était peut-être utile de partager avec nos concitoyens, mais aussi avec d'autres collectivités, d'autres organismes, d'autres associations, ce que modestement, mais de façon très volontariste, nous faisons depuis une quinzaine d'années. Et un document réalisé en lien avec Anthony Perrin, ce formidable chargé de mission environnement et développement durable qui m'avait accompagné lors d'une dernière rencontre avec Radio Grand Lac. Et puis le service communication, mais c'est quelque chose de transversal. Nous travaillons à la rédaction d'un document qui aura plus d'une 50aine de pages, qui sera un peu un dictionnaire. On prendra chaque lettre de l'alphabet, A pour agriculture, B pour biodiversité, j'en passe et des meilleurs, en évoquant l'hydrogène ou autre, pour voir ce qui peut se passer sur un territoire, d'une commune, d'une agglomération ou d'un département, mais centré notamment sur toutes les animations, actions que nous avons pu engager pour faire que notre avenir soit le meilleur possible. Donc, ça va se voir à travers notamment les travaux. Les projets de travaux qui vont tous contenir une démarche environnementale et durable très forte. Oui, on a une procédure qui s'appelait Citergie, qui est encadrée, impulsée, animée par l'ADEME, qui nous permet de travailler en transversalité sur 6 domaines différents qui vont sur la communication, sur notre patrimoine, sur la gouvernance, sur les mobilités, et pour lesquels nous avons eu le label l'année dernière. Et chaque année, nous avons une visite annuelle qui nous permet de voir comment nous progressons sur une centaine d'actions, de façon à
organiser tout ce travail. Et puis on est allé sur un stade encore un peu plus loin, qui est de regrouper ça dans le cadre d'un budget vert, et qui regarde chaque dépense de la collectivité, comment elle se traduit de façon favorable, neutre ou défavorable en termes de développement durable. Si je prends l'utilisation de gaz, c'est une dépense qui est défavorable à l'environnement. Et par contre, le salaire d'un chargé de mission qui travaille sur le développement durable est pris comme une action favorable. Et on est là aussi assez innovant. Au-delà de ces procédures, c'est une mise en perspective de nos actions, et puis on vient souligner la qualité et la compétence du travail des agents de la ville. Au niveau de l'urbanisme, est-ce que ce désir de développement durable pousse à justement à donner des contraintes alors dans le PLU pour justement adapter les bâtiments qui soient le moins énergivores possible, qui s'intègrent bien à l'environnement, etc. Oui, le PLUIHD, Plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et déplacement, est un outil d'urbanisme fort pour ça, avec des coefficients de pleine terre, avec de la biotope pour respecter et artificialiser le moins possible nos territoires. Et puis le PLU a permis de rebasculer des terrains qui étaient ouverts à l'urbanisation vers l'agriculture ou les espaces naturels. Sur l'ensemble de nos 38 communes de l'agglomération, c'est pas moins de 240 hectares qui auraient pu être urbanisés et qui sont restés dans le domaine agricole. C'est l'équivalent de la superficie d'une commune comme Jacob-Belcombette. Quels vont être en 2023 les autres grands centres d'action de la municipalité de la Motte-Servolex ? Alors, il y a la concrétisation, enfin, pourrais-je dire, du hameau des Granges, de l'éco-hameau des Granges. Ces 550 logements qui vont être érigés dans un cadre unique au cœur d'un boisement au-dessus du lac du Bourget, avec en ligne de fond la dent du chat. Alors tout ça va s'étaler sur une dizaine d'années, mais enfin, ça y est, on a travaillé jusqu'à présent sur tout l'environnement. On a recréé un parc de 2,5 hectares qui est périclité, avec une zone humide qui était en voie d'extinction. On a remis tout ça en marche pour le plus grand bien de la biodiversité, et maintenant on va pouvoir inviter l'homme et la femme au sein de ce secteur tout particulier et assez exceptionnel. D'accord, donc un projet qui datait déjà et qui trouve son terme. Effectivement, le début de sa phase opérationnelle, et donc voilà, en phase de Savoie Technolac, on sait qu'on pourra accueillir des futurs salariés de Savoie Technolac, et ils pourront être logés à quelques centaines de mètres de leur lieu de travail pour limiter autant que faire se peut les déplacements et toutes nos difficultés en termes de mobilité que nous pouvons connaître sur la voie rapide et sur les artères qui la desservent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour 2023, Luc Berthoud ? Qu'on va continuer les rénovations des bâtiments, parce que voilà, il faut que toutes les 2-3 ans, il y ait 2 bâtiments qui soient devenus moins énergivores. Alors, quand je dis ça, c'est beaucoup de travail pour les services techniques, pour la société publique locale OSE, qui est le bras armé de la région en termes de rénovation énergétique et thermique. C'est des financements, parce que il n'y a pas un bâtiment qu'on rénove à moins de 1,5 million, 2 millions. Certains peuvent aller même sur un chiffre double. Il y a de la désimperméabilisation. On va enlever du goudron sur le parking de la halle Didier Parpillon, plusieurs milliers de mètres carrés, pour remplacer par des dalles engazonnées, refaire des noues paysagères, de permettre à l'eau de s'infiltrer et pas de ruisseler et d'aller saturer nos réseaux d'eau et faire des inondations. Voilà, les chantiers, ils sont multiples, jamais finis. C'est la vie de la ville et c'est ce qui est passionnant. Combien d'élus à la Motte-Servolex ? Alors, 33 élus. 33 élus, d'accord. Et donc, tout le monde a sa délégation, à sa commission, et s'intègre donc en fonction de ses passions, en fonction de ses centres d'intérêt. Bien sûr, en fonction de ses disponibilités, puisque ce qui fait la diversité d'une équipe municipale, c'est qu'il y ait des étudiants qui côtoient des retraités, avec des gens qui sont dans la pleine force de la vie active et familiale. Donc c'est un équilibre aussi de catégories socio-professionnelles, de professions. Alors avec, je me permets de le rappeler, puisque on a une capacité à oublier assez vite notre
notre mémoire est bien faite. On a entamé ce mandat en mars 2020 avec un premier tour d'élection et le deuxième avait été reporté de plusieurs semaines. Ouais, bien sûr. Et je n'ai pu faire visiter, pour éviter les interactions et des éventuelles contaminations, je n'ai pu faire visiter à 18 des 35 élus, des 33 élus, les 18 nouveaux. Je n'ai pu leur faire visiter la mairie en mois de novembre, par petits groupes, un samedi matin, pour pas qu'il y ait d'interaction avec les agents. Je pense qu'il faut pas oublier d'où on vient, de ce qu'on a vécu, et qui forcément laisse quelque part un goût d'inachevé. On n'a pas pu prendre nos marques tout de suite. Bien sûr. Et ce mandat a commencé juste avant la mi-mandat, quelque part. On a même l'impression, quand on voit les cérémonies de vœux maintenant, que ce sont les premières du mandat. On a même l'impression que le mandat il commence, alors qu'on en est bientôt au mi-mandat. À la mi-mandat. C'est effectivement une période très très particulière qui a continué, bien sûr, d'être troublée avec tout ce qu'on connaît en termes... Toujours des crises. Des crises, succession de crises. Je crois qu'il faut qu'on s'y fasse et qu'on ait cette capacité à je le redis, peut-être à quand même regarder à chaque fois qu'il y a des lueurs d'espoir et à les mettre en évidence plutôt qu'être... Enfin moi, chaque matin, je me lève, je me dis, je vais rencontrer des gens, je vais agir, je vais faire bouger des lignes et du coup, je me dis que les choses vont bien et la moitié du chemin est déjà faite. La moitié, tout à fait. Voilà. L'économie sur le mode Servolex, beaucoup d'entreprises, des grandes, des PME. Grandes et belles entreprises, effectivement. 2023, vous voyez comment pour toutes ces entreprises ? Alors, avec même des fleurons du département. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais pas me spécialiser dans les boissons, mais bon, je pense à la brasserie du Mont Blanc qui a pu et qui va continuer à doubler sa capacité. Et puis, je pense aussi à l'entreprise Routin. Donc voilà, ne me faites pas une réputation trop rapide. Routin, c'est les sirops, notamment pour la plus grosse partie. Il y a un peu de Genepi des Alpes, mais avec modération, bien sûr. Bien sûr, qui vient d'ouvrir un centre de formation de l'art du cocktail à la française, quelque chose de fabuleux. Son président Loïc Couillou m'a dit dernièrement qu'ils avaient déjà accueilli plus de 1000 personnes. Ils forment des barman et des baristas qui viennent du monde entier à l'art du cocktail à la française. Et donc, ils ont un centre qui est tout à fait fantastique avec des histoires recréées à partir des boissons, des sirops et des cocktails. Et voilà, je vous incite à suivre leur actualité. J'ai cru comprendre qu'ils avaient racheté une entreprise aux États-Unis. Enfin, ils sont en plein essor. Et on pourrait multiplier. On a les transports Pedretti, on a la société Ramu. Enfin, on a de très, très belles entreprises. La société Moreau. Enfin, bon, bien sûr. Beaucoup d'entreprises sur la base Servolex. Je suis désolé pour ceux que j'oublie. On va marquer une pause musicale avant de passer à la troisième partie. Alors là, c'est Diane Tell, que vous avez voulu entendre, qui nous emmène dans un parking chambérien. La Falaise. Il fallait la faire, celle-là. Ça, bien joué. Là-dessus, Jean-Pierre, je crois qu'on pourra guère faire mieux, même sur toute l'année 2023, même si elle fait que commencer. Voilà, on arrête là les plaisanteries et on écoute tout de suite Diane Tell, La Falaise, et on revient après. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Troisième partie de 7h, 7 communes de cette émission que l'on retrouve le mardi de 17h à 18h, sauf pour la commune de Challes-les-Eaux, qui elle a le droit de venir le lundi de 11h à midi. On parle notamment de la saison culturelle avec le premier adjoint Julien Donzel, et notamment samedi soir, il y a une très belle pièce de théâtre avec Serge Papagali que nous avons eu en direct il y a quelques jours. C'est à l'Espace Bellevarde à Challes-les-Eaux. Vous appelez la mairie de Challes-les-Eaux pour tout savoir. Vous allez sur Internet et sur Google, vous tapez Espace Bellevarde Challes-les-Eaux et on vous dira tout ça. Donc la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Puis ensuite, nous terminerons le mois avec Saint-Ours, bien sûr. La semaine dernière, c'était Grésy-sur-Aix et le maire Florian Maître qui était là. Luc Berthoud, on est toujours en direct pour la mode Servolex. On a parlé de 2022, on a évoqué 2023. On va peut-être faire maintenant une troisième partie qui vous est un peu plus dédiée, parce qu'il y a quelques semaines quand même qu'on vous connaît. Il y a quelques semaines que vous êtes dans la vie publique du département. Comment est-ce que vous êtes venu dans la vie publique, Luc Berthoud ? Comment ça s'est passé ?
Alors, ça a été au moment des élections présidentielles de 1981. J'étais pour mon premier vote et j'ai voulu rencontrer lors des meetings les différents candidats pour me forger mon opinion. Vous étiez déjà passionné par la vie publique? C'était le démarrage, effectivement, et puis j'allais écouter les différents candidats et j'ai eu un coup de cœur à l'époque pour Jacques Chirac. Ouais. Voilà, et puis après j'ai apprécié d'autres personnes comme au niveau national, notamment Philippe Seguin pour la densité intellectuelle de cet homme, et puis au niveau local, bien sûr des gens comme Michel Barnier, Jean-Pierre Vial, Dominique Dor m'ont continué à m'ouvrir à l'engagement local à leur côté. Alors justement, j'allais en parler puisque lors de votre cérémonie des vœux, vous avez fait une surprise à la fin en rendant hommage à Jean-Pierre Vial, donc qui a été maire du Bourget-du-Lac, qui a été maire des Échelles, qui a été président du département, qui a été sénateur, bien sûr pendant de longues années, qui connaît le département comme sa poche, qui a porté de grands projets comme Technolac, comme le projet Grand Lac et tout. Donc c'est lui qui vous a mis un petit peu le pied à l'étrier. Vous avez été son collaborateur direct. Oui, effectivement, j'ai beaucoup appris auprès de ceux que j'ai cités. Je pourrais y rajouter Claude Giroux, qui m'a aussi beaucoup appris dans les relations aux autres. Je pense aussi à Michel Dantin. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui, par leur propre engagement, m'ont apporté. Mais et puis bien sûr ceux qui poursuivent maintenant, à l'image d'Hervé Guémard, qui après Michel Barnier ou Jean-Pierre Vial est à la tête du département. Mais celui qui m'a le plus apporté, c'est sur le plan humain qui m'a le plus enrichi, c'est Jean-Pierre Vial, la façon de le voir traiter les dossiers sur un aspect technique, en évitant les querelles partisanes, polémiques, et en se concentrant sur l'essentiel. Et j'ai beaucoup appris à son contact, sa capacité de travail phénoménale. Voilà, un engagement total, et j'ai été très heureux de lui faire cette surprise. J'appréhendais un peu parce que je sais que c'est pas un homme qui aime qu'on lui donne, qu'on le mette sur le devant et qu'on lui rende hommage. Donc j'ai utilisé un petit subterfuge en lui faisant croire que c'était pour remettre une médaille d'honneur de la ville à quelqu'un d'autre, et au final c'était pour lui, et c'était bien que cet hommage soit rendu. Et il continue de s'engager, notamment pour la solidarité internationale, et notamment ce pays qui souffre beaucoup, qui est le Liban. Vous avez parlé de Michel Barnier. Un petit mot sur Michel Barnier que vous avez bien connu aussi. Comment dire, la tenue, le regard, l'anticipation, un esprit aiguisé, un œil vif, le fait de dire toujours qu'il faut vous regarder au-delà de la ligne d'horizon, là aussi de pas rentrer dans des querelles, mais de trouver ce qu'il y a de positif et de s'engager pour et non pas contre. Et je crois que ça fait toute la différence. On est du coup dans un climat beaucoup plus apaisé. On est sur une recherche d'une unanimité, pas pour le plaisir de l'unanimité, mais pour faire progresser les dossiers. Les Jeux Olympiques, enfin tout ce qu'on lui doit, et cette carrière exceptionnelle. Voilà, on a la chance en Savoie d'avoir un très grand politique personnel et personnel politique. Je mets ça plutôt dans l'ordre. Un très grand personnel politique. Oui, justement, et de tous les côtés. Et de tous les temps. De tous les temps, de tous les côtés. De la contrée. Fontanet, Dumas, Louis Besson, Fontanet, Pierre Dumas, Rinchet, Jean Blanc. Voilà, Pierre Dumas, enfin incroyable, une façon d'accueillir les gens, un phrasé tout particulier, un ministre de Gaulle. Enfin voilà, pour un territoire savoyard qui peut paraître en termes de population pas un des plus grands départements, mais voilà, quel talent politique nous avons eu au cours des décennies, et fort heureusement ça se poursuit pour le plus grand bien de notre département. Alors vous êtes élu avec votre propre étiquette politique. On n'en parle pas là puisque dans cette émission on ne parle pas de politique, mais vous êtes consensuel. Vous avez un peu cette image d'homme consensuel. Vous présidez à ce titre l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry puis la Fédération des maires de Savoie. Si je vous dis Louis Besson. Louis Besson, là aussi un engagement très fort. Je le résumerai à cet engagement pour le Lyon-Turin contre vents et marées. Il poursuit
son idée, un ministre qui a été très efficace dans le domaine des transports, qui a fait beaucoup pour Chambéry, et il a aussi fait émerger une nouvelle génération. Derrière lui, il y a eu Bernadette Laclais, il y a maintenant Thierry Repentin, et puis d'autres qui arrivent. En parlant des hommes, des figures de gauche, je voudrais aussi penser au sénateur Roger Rinchet, tout à fait, qui a beaucoup œuvré. Et puis, bien sûr, un de ses acolytes, puisque ça dépasse les frontières politiques, à Jean Blanc, qui ont marqué profondément et durablement sénateur la Savoie. Pendant 50 ans. Oui. Sénateur pendant 50 ans. Des longévités exceptionnelles qu'on ne reverra plus dans nos temps actuels. Jean Blanc, bien sûr, on a tous des souvenirs avec lui. Donc vous êtes maintenant vous-même vice-président du conseil départemental de la Savoie, du département de la Savoie aux côtés d'Hervé Guémard. Quelles sont vos délégations au département ? Alors, j'ai le logement en charge avec la cohésion sociale et l'insertion. Une partie du secteur du domaine de l'action sociale que nous partageons en grande confiance et complémentarité avec Christiane Brunet pour tout ce qui touche à l'enfance, à la famille, aux relations internationales. Je travaille beaucoup sous son impulsion sur les relations internationales. C'est un enjeu plus important qu'on peut parfois laisser croire, penser. Et puis avec Corinne Wolf qui s'occupe d'un lourd et beau secteur des personnes âgées, des personnes handicapées. Logement en Savoie, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres, notamment au sein de l'OPAC de la Savoie que vous présidez donc à la suite de Claude Giroux. Deux mots sur la situation du logement social et de l'autre en Savoie. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je ne vais pas parler que de l'OPAC de la Savoie, parce qu'on a d'autres partenaires comme Cristal Habitat qui se concentrent notamment sur l'agglomération chambérienne, ou Savoisienne Habitat qui est une coopérative très réactive qui n'a pas la même dimension que les deux bailleurs sociaux que je viens de citer et qui est aussi bien placée sur l'innovation. Donc là aussi, on est complémentaires. On travaille d'ailleurs sur beaucoup de sujets, notamment un qui nous préoccupe tous, qui est le foncier. Puisqu'on voit qu'actuellement, il y a une folie furieuse sur le foncier, qu'il y a dans tous les secteurs de la Savoie des difficultés, mais en gros, sur le périmètre Cœur de Savoie, Grand Chambéry, Grand Lac, une forte tension, et que les moindres parcelles de terrain se vendent très cher, et une maison est démolie pour faire construire 35 ou 40 logements. Et c'est ce qu'on appelle la densité, la densification, que l'État appelle de ses voeux, mais qui est de moins en moins supportée par ceux qui sont déjà installés. Et il faut qu'on puisse maîtriser notre développement. C'est un des enjeux très très forts qui tourne autour de l'action foncière, et de voir comment, par du logement intermédiaire, par des baux réels solidaires qui permettent d'enlever l'achat du foncier, mais de le faire sous forme de loyer pour permettre à des gens d'acquérir des appartements à des coûts moindres, de façon à ce que pour nos enfants, nos petits-enfants ou les salariés de nos entreprises, ils puissent encore se loger sur notre secteur et qu'ils ne soient pas obligés d'aller toujours plus loin. Et après, avec les problèmes de mobilité et de coûts des déplacements qui sont attenants. Luc Berthaud, vous avez cité tout à l'heure Jean Blanc, qui avait créé au début des années 80 la Fédération des maires de Savoie, puisque notre département est le seul en France à pas avoir une association unique des maires, mais 4 associations locales. Beaucoup ont voulu ressembler ça. Je pense notamment bien sûr à Claude Giroux, à d'autres qui étaient à ses côtés. Personne ne l'a fait, on n'arrivait pas à mettre les terrains et les Morianais ensemble. Et vous, apparemment, c'est quelque chose qui va se faire dans les prochains mois. Un petit mot là-dessus. Oui, très probablement à la fin du mois de mars, avec le salon des maires que nous tiendrons à la Halle olympique d'Albertville. C'est très bizarre. Quand Claude Giroux m'a passé le relais, avec l'accord bien sûr de mes collègues maires, j'ai senti que dans son passage de relais, il y avait cette volonté de voir aboutir un peu ce vieux sujet serpent de mer, et sans l'avoir vraiment formulé avec lui à la première réunion, j'ai dit mais
excusez-moi, j'arrive comme président, alors là c'était de l'association de l'arrondissement de Chambéry qui regroupe 150 communes à peu 150 communes des 273 savoyardes et j'ai dit mais c'est plus 305 hein. Et non, les communes nouvelles ont fait qu'il y a un petit peu moins et j'ai dit à mes 3 autres collègues des autres associations, j'ai dit mais je comprends pas, j'arrive, je vais jouer l'innocent, mettre peut-être les pieds dans le plat, mais pourquoi on est répartis en 4 associations? Pour moi, l'union fait la force. On est capable de respecter les disparités géographiques, historiques, locales, et on serait plus fort si on était tous unis. Et les uns et les autres m'ont dit, mais oui, t'as raison, il faut peut-être qu'on y aille. Et c'est comme ça que les choses se sont faites il y a un peu plus d'1 an, et qu'on va les voir aboutir dans quelques semaines. Bien. Donc voilà, c'est un vieux dossier qui date de 40 ans et qui va trouver son terme prochainement. Luc Berthoud, on arrive au terme de cette émission. J'ai encore une petite question à vous poser. Maire, vice-président du département, président de l'OPAC, vous avez aussi des fonctions à Savoie Technolac et puis auprès de la SAS aussi, la Société d'aménagement de la Savoie. Oui, je suis au conseil d'administration de la Société d'aménagement de la Savoie et je ne pensais pas en prenant la voix du public, je suis PDG, président directeur général de la Société publique locale de la Savoie, qui en fait, en lien bien sûr avec la Société d'aménagement de la Savoie, va s'occuper notamment du lourd dossier des réhabilitations, des constructions des collèges à la demande du département. Et puis donc vous êtes un élu de terrain justement dans la lignée des élus que l'on a cités tout à l'heure, des Besson, des Barnier, des Giroux, des Dor, etc. Vous êtes présent constamment sur le terrain. Donc en emploi du temps, on imagine très pris. Vous carburez à quoi pour toujours avoir cette énergie et quelles sont vos passions à côté de la gestion de votre commune et des affaires du département? Alors, je carbure à l'optimisme, je crois. Voilà, cette volonté de me dire chaque matin, waouh, je vais encore prendre quelques, comment on appelle, des mags, c'est ça, quand on est dans un avion et puis qu'on passe les murs du son. Ah oui. Parce que la journée va être très remplie. L'autre fois comme ça, bêtement, j'avais quelques minutes devant moi et je me suis mis à réfléchir. Je dis mais c'est des semaines de 70 à 72 heures. Oui. Voilà, du lundi matin, si je prends ce dimanche passé, 13h30 dimanche après-midi, l'Assemblée Générale des Anciens Combattants, 14h l'Assemblée Générale des Petits Mautrins, et puis à 16h remise des prix dans une manifestation qui était superbe, un tournoi régional de futsal adapté. Et c'était un ravissement de voir ces personnes qui, malgré leur handicap, se retrouvaient et se livraient vraiment pendant ce quart d'heure de match. La Motte-Servolex a fini 2e derrière la Haute-Savoie, derrière Annecy. Décidément, voilà, l'histoire entre Savoie et Haute-Savoie se poursuit de cette façon-là aussi sur les terrains. Et de se dire que, oui, c'est du temps qu'on sacrifie pour soi, pour sa famille. Donc il faut, je remercierai jamais assez Sylvie pour la compréhension qu'elle fait, parce que c'est des tensions et du temps qui est volé, si je peux dire comme ça. Et parfois aussi, nous on est dans l'action. Mais la famille, quand il y a des attaques, quand il y a des choses qui vont pas, elle le prend encore peut-être plus que nous, parce qu'au fil des mois, des années, on peut se faire une carapace, et on sent que c'est beaucoup plus à fleur de peau pour mes petits-enfants, ma fille, ou pour Sylvie, ou pour ma mère aussi. Enfin, on voit bien que l'engagement public, il engage pas que soi, il entraîne toute sa famille. Et puis derrière, je sais pas. Il y a Sylvie qui fait du kéfir maison. Je carbure aussi au kombucha. Alors, est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide pas? Mais en tous les cas, je crois que... puis bon, il y a aussi les bons petits plats qui aident. La pause de midi, même si c'est un temps de travail, permet de se remobiliser. Avant tout, je crois que c'est... Vous êtes un passionné de la vie publique. C'est le feu sacré, quoi. Si on n'a pas cette envie de se rendre utile, de se dire que on va aller dans la mêlée, mais on va faire passerelle, on va aider des gens qui recherchent un logement, qui ont besoin d'un coup de main, on va travailler sur des grands dossiers, aider à ce qu'une société d'hydrogène s'installe sur Savoie Technolac, travailler, se rendre utile, et puis travailler pour l'avenir de son territoire, et puis encore et toujours
d'actionner tous les moyens pour se dire que quand on se regardera derrière soi, on se dira que modestement, mais de façon peut-être utile, on a contribué à faire que son territoire soit toujours attractif. Et que les générations derrière nous aient plaisir à s'y retrouver. Un humaniste qui était avec nous ce soir dans cette émission 1 heure 1 commune, dédiée à la motte Servolex, avec donc Luc Berthoud, le maire de la motte Servolex. On va arrêter là, Luc Berthoud, pour cette émission, vous disant encore un grand merci, puis on a encore un petit mot à dire sur vous, parce que c'est vous qui avez choisi le titre qui va clôturer cette émission. Simplement un petit mot pour dire que demain à 11h, avec ma collègue, avec ma complice, ma collègue, j'allais me faire gronder après, ma complice et amie Sandra, nous recevrons Cathy et Bruno qui font du théâtre d'impro, qui viendront nous parler de théâtre d'impro. Ils seront demain soir à l'Insolite à Aix-les-Bains, et c'est fabuleux. Moi, je les ai déjà vus, c'est incroyable. Autant de talent en improvisation. Demain à 12h, ce sera votre cours d'anglais avec Sébastien Seguin English. Et puis d'ici là, c'est la playlist musicale, et qui va commencer avec, donc on a eu Johnny Hallyday, on a eu Diane Tell, Céline Dion. Maintenant, vous avez choisi. Oui, effectivement, je crois que je suis assez sur la variété française et la voix. Alors quand je dis française, je pense bien sûr à nos amis aussi québécois, la chanson française et les belles voix. Et puis aussi, je suis toujours attentif à la longévité des carrières, parce que voilà, il y a des gens qui passent 3 mois, 6 mois dans nos radars et puis qu'on ne voit plus jamais. Et je pense que c'est un signe de qualité. Et quand il y a des chanteurs ou chanteuses qui touchent plusieurs générations, ça me fait quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de secret, tout à fait. Quand on est connu et quand on est bon, ça dure. Céline Dion, encore un soir sur Radio Grand Lac, 92. RadioGrandLac.com. Merci Luc Berthoud. Bonne rentrée. Je crois que là vous allez aller au vœu de votre binôme Nathalie Fontaine. Bien sûr, à la mairie de Mairie. Merci à Sandra et à Jean-Pierre pour votre accueil et ce partage. À bientôt, bonne soirée à toutes et à tous. C'était 1 heure 1 commune avec la motte Servolex. Radio Grand Lac.